Mais ce que je vais faire, c'est vous présenter le débat qui a eu lieu à peu près il y a 15 ans de ça au Royaume-Uni. Et c'était un débat qui s'est passé à Londres, donc dans le Parlement du Royaume-Uni, pas dans le Parlement écossais. Alors, tout a commencé quand une législation qui s'appelle le Human Fertilization and Embryology Act a été amendée en 2008. Et au fait, sur cette question des hybrides, des chimères humains-animales, il n'y a que deux lois en Grande-Bretagne en ce moment. Donc, cette loi qui a été amendée en 2008, et puis the Animal Scientific Procedures Act, qui a été préparé en 1986, qui a un peu moins de 40 ans maintenant, et qui est assez ancienne. C'est tout ce qu'il y a. Et un des plus grands problèmes, c'était d'essayer de savoir si on crée des embryons à moitié humains, à moitié animal, sous quelle loi est-ce qu'ils devraient être réglementés. Alors, dans cette question, dans ce débat en Grande-Bretagne, on a essayé de regarder différentes procédures. Et la première procédure, c'était la gestation d'embryons humains à l'intérieur d'animaux. Donc, de mettre, par exemple, un embryon humain dans une vache. Et ce qui est intéressant, c'est que le comité de sciences de la Chambre des communes a écrit un rapport qui s'appelle « Technologie de reproduction humaine et droits » en 2005, et ils disent ça, ils disent « On pourrait affirmer que si l'incubation d'un embryon surnuméraire humain dans un animal devait fournir des informations utiles sur les causes de l'infertilité, il s'agirait alors d'une utilisation appropriée de l'embryon et conforme à son statut. » Il faut bien expliquer qu'en Grande-Bretagne, le pragmatisme règne. Donc, il y a différentes définitions du pragmatisme, mais une des définitions, c'est est-ce que si c'est utile et si c'est possible, c'est plus ou moins éthique. Et donc, il y avait cette façon de réfléchir au Parlement à Londres. Ils avaient des embryons humains qu'ils ne pouvaient pas utiliser, mais si on pouvait les mettre à incuber dans une vache, ça leur donnera une utilité et donc ils auraient un statut moral. Mais bon, il y a quelques autres paragraphes dans ce rapport qui est relatif à cette pensée, mais ils ne sont pas allés vraiment plus loin. Là où ils sont allés plus loin, c'est la création de chimères, des hybrides, ce qu'on va appeler les cybrides. Et avant de continuer, j'aimerais vous présenter donc cette loi qui a été amendée en 2008, et la section 4, qui dit que personne ne doit, sans une licence de l'autorité pour la fécondation et de l'embryologie humaine, d'abord mélanger des gamètes humains avec des gamètes d'animaux, ensuite provoquer la création d'un embryon humain mélangé, et troisièmement, conserver ou utiliser un embryon humain mélangé. Donc, au fait, le Parlement britannique a délégué l'interdiction ou le feu vert de tous ces mélanges à une autorité, donc un comité qui est nommé par, je crois, le ministre de l'Intérieur, si je me rappelle bien. Il y a eu un grand débat aussi sur la différence d'un embryon humain mélangé et d'un embryon animal mélangé. Et on va y revenir plus tard. Mais d'abord, la section 4 continue pour essayer justement de définir ce qu'est un embryon humain mélangé. Et donc, il y a plusieurs définitions. Donc, une, c'est tout embryon créé à partir de gamètes humains et de gamètes animaux. Mais il y a tellement de différentes façons de les mélanger, justement, qu'à la fin, ils ont mis une section qui englobe un peu tout et qui dit que tout embryon ne relevant pas des paragraphes A à D qui contient la voix, donc ça, c'est un embryon humain mélangé, de l'ADN nucléaire ou mitochondrial d'un humain, et de l'ADN nucléaire ou mitochondrial d'animal, mais dans lequel l'ADN animal n'est pas prédominant. Et donc, dans un sens, les politiciens qui sont très démocratiques, ils ont un peu réfléchi, ils ont dit, ben, si 51% de l'ADN dans l'embryon est humain, donc ça sera sous le droit humain. Et si 51% de l'ADN c'est animal, ce serait dans le droit animal. Ce serait la responsabilité du droit animal. On le verra, ça a créé énormément de problèmes plus tard, parce que les politiciens n'ont pas toujours compris justement la science. Donc, ils ont aussi légalisé avec la
possibilité d'une licence, ce qu'on appelle maintenant en Grande-Bretagne les vrais hybrides. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai hybride? C'est les hybrides qu'on connaissait auparavant. Donc, si on prend une ovule, donc une ovule orange ici, et d'une espèce et qu'on la fertilise avec une autre espèce, on obtiendra un vrai hybride. Donc, les vrais hybrides existent déjà. Donc, ici, on a une chèvre mouton qu'on a découvert au Botswana. Ça s'est passé d'une façon naturelle. Et c'était l'accouplement d'une chèvre femelle avec 60 chromosomes, avec un mouton mâle qui a donc 54 chromosomes. Et donc, cette chèvre mouton a bien existé, était assez saine aussi. Et donc, la mule aussi, c'est un autre vrai hybride. Donc, c'est l'accouplement d'un cheval femelle avec 64 chromosomes, avec un âne mâle, 62 chromosomes. Les mules, c'était assez résistant et c'est pour ça qu'on les a créés dans le passé. Et donc, la question qu'on avait il y a 15 ans en Grande-Bretagne, c'est est-ce qu'il y aurait une possibilité d'humaniser, mélange humain avec le chimpanzé ou d'autres animaux aussi. L'être humain a 46 chromosomes, le chimpanzé en a 48. Et donc, il y a moins de différence, au moins du point de vue chromosomique. C'est un peu plus compliqué que ça avec les gènes, que la différence entre un chèvre et un mouton. Et donc, on aurait quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une photo qui était de synthèse. Il ne faut pas revenir ce soir pour dire que vous avez vu un nuancé, mais bon, c'est ce qu'on obtiendrait plus ou moins. Donc, à l'intérieur de chaque cellule, il y aura un mélange humain-chimpanzé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a découvert depuis la chute du mur de Berlin qu'il y a eu des recherches dans ce sens. Et Joseph Staline avait justement dit qu'il voulait un nouvel être humain invincible, insensible à la douleur, résistant et indifférent à la qualité des aliments qu'il mange. Staline avait un problème à l'époque, c'est-à-dire que c'était juste après la guerre civile en Russie, et la moitié de la population, par exemple, à Moscou, était parti ou était décédé. Donc, il avait besoin d'une nouvelle armée. Donc, il a demandé à au professeur Ivanov, qui était un de ses plus grands scientifiques dans le domaine animal, d'aller en Afrique et justement d'essayer de créer des humains. On pourra en parler plus tard dans le débat pour voir ce qui s'est passé à la fin. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand cette loi en 2008 est passée à la Chambre des communes, il y a eu un amendement pour essayer d'interdire l'insémination des animaux avec du sperme humain. Mais cet amendement a été rejeté par la majorité des députés, à 308 sur 183. Pourquoi est-ce que 308 députés britanniques ont voté pour l'insémination d'animaux avec du sperme humain? C'est une très bonne question et on pourra aussi en revenir plus tard si vous le voulez. En Europe, on obtiendrait quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est une statue d'un artiste qui s'appelle Patricia Piccinini en Australie. Et elle a fait cette statue pour essayer de faire réfléchir les gens. Et c'est intéressant que mon prédécesseur, M. Plutarque, a évoqué cette question de monstre, justement. Et on voit bien qu'en regardant ces statues, on est choqué, on dit que c'est un monstre. Pourquoi est-ce que c'est un monstre? Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez intéressant de définir et de réfléchir. Encore une fois, on pourrait peut-être le faire plus tard. Là où la Grande-Bretagne a vraiment fait énormément de discussions dans les médias aussi, c'est sur la question de hybrides, donc les hybrides cytoplasmiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hybride? C'était vraiment ça qu'ils voulaient donc légaliser. Donc ça, c'est la procédure du clonage de la brebis écossaise Dolly. Et donc, au fait, ce que voulaient les Britanniques, c'est d'essayer d'avoir des embryons très tôt, très jeunes, et de pouvoir avoir des cellules souches de ces embryons. Donc, l'idée, c'était pour que les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, par exemple, puissent se cloner, puissent donner des embryons très jeunes, où on pourrait ensuite obtenir des cellules souches embryonnaires. Ces cellules souches embryonnaires, on les dériverait dans des neurones que l'on pourrait remettre dans le patient qui a la maladie de Parkinson ou et d'autres maladies. Donc, pour le clonage, vous le connaissez sûrement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une cellule somatique d'un mouton, on prend
une ovule d'un autre mouton, une ovule femelle. Donc, on prend cet ovule ici, c'est en violet ici, on enlève tous les chromosomes de l'ovule et on prend donc la cellule somatique avec le double complément complet de chromosomes et on les met ensemble. Tout allant bien, on obtient un zygote qui commence à se développer en embryon. Et bon, si on remet cet embryon dans un troisième mouton féminin, on obtiendrait, quelques mois plus tard, une brebis qui sera un clone du premier mouton. Donc, le problème qu'ils avaient en Grande-Bretagne, c'est que si cette procédure était utilisée, il faudrait des milliers et des milliers d'ovules. Et en Grande-Bretagne, on n'a plus que quelques centaines d'ovules féminins humaines pour la recherche. Et donc, ils n'ont pas assez d'ovules pour faire le clonage. Et donc, l'idée, c'était de prendre des ovules de moutons ou de lapins ou de vaches, de les mettre ensemble avec des cellules somatiques humaines, d'essayer d'obtenir un zygote qui ensuite donnerait un embryon plus ou moins humain. Cette recherche n'a pas vraiment abouti. Il y a eu une équipe chinoise qui a dit à l'époque, qui a publié qu'ils avaient eu un succès pour arriver à ce stade embryonnaire de ces hybrides cytoplasmiques, mais personne d'autre a pu vraiment reproduire cette recherche. Cette recherche maintenant a été complètement mise de côté puisqu'on a découvert les cellules souches pluripotentes induites, c'est une procédure beaucoup mieux que cette procédure-là. Donc maintenant, plus personne ne fait cette recherche. Et ensuite, en Grande-Bretagne, on a aussi légiféré sur les chimères. Encore une fois, il n'y a pas vraiment eu de débat, pas vraiment dans les médias, même dans le Parlement, sur les chimères même. Mais dans le conseil où je travaille, donc le Conseil écossais pour la bioéthique humaine, c'était surtout des chimères qui nous donnaient beaucoup de préoccupations. Donc, comment est-ce qu'on crée une chimère? Bon, on prend un embryon d'une espèce, un embryon très jeune, et un embryon d'une autre espèce, et on peut les mettre de côté ensemble, et ça crée un nouveau embryon. Donc ici, les cellules sont d'une espèce, et les autres cellules sont d'une autre espèce. Et ils ont déjà fait ces expériences dans les années 80, donc c'est assez vieux, pour créer encore une fois un mélange entre une chèvre et un mouton. Et donc ici, on peut voir tout de suite que c'est une chimère, puisqu'on voit des parties moutons qu'on peut reconnaître et des parties chèvres qu'on peut reconnaître assez facilement. Donc la question, encore une fois, là où vous avez un peu peur, c'est qu'est-ce qu'on fait si on prend un embryon très jeune humain, donc à un stade de 2 cellules, et qu'on ajoute un embryon animal, par exemple chimpanzé, au stade de 4 cellules. Donc, on obtiendrait quelque chose comme ça. Et donc, la loi, comme je vous ai dit, l'ADN dans cet embryon, l'ADN prédominant serait l'ADN animal, puisqu'il y a plus de cellules. Les cellules rouges ici sont des cellules de chimpanzés. Donc, cet embryon serait la responsabilité du droit animal, pas de l'humain. Le problème que les politiciens ne comprenaient pas vraiment, c'est que les cellules à l'intérieur de cet embryon peuvent se diviser à des vitesses différentes. Donc, je ne suis pas expert de la division d'embryons, de cellules humaines et chimpanzés, mais on pourrait théoriquement avoir, après quelques semaines ou quelques jours, même un embryon qui est devenu maintenant prédominant humain, qui donnerait peut-être même naissance à quelque chose d'humain, avec une tête humaine et des cellules souches, des cellules reproductrices humaines, qui étaient les 2 cellules qui étaient vraiment sensibles. Et tout cela serait la responsabilité du droit animal. Et c'était ça qui était vraiment quelque chose de difficile pour les politiciens à comprendre. Donc, jusqu'à vraiment à la fin, c'était vraiment les dernières heures du débat, un débat qui a eu lieu pendant des mois et des mois, avec plein d'amendements et tout ça. Mais les dernières heures, il y a eu quand même une discussion avec le sous-secrétaire d'État à la Chambre des Lords, donc Lord Darcy, qui a été interrogé sur le sens même de prédominance. Et il a répondu, il a dit, nous nous référons non seulement au pourcentage cette fois, donc il a compris le problème de l'ADN, mais aussi à son emplacement donc dans la tête, dans les neurones ou dans les cellules reproductrices, et à sa fonctionnalité.
Mais encore une fois, ce n'était pas assez pour beaucoup de lords. Donc Lord Elton, tout de suite, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par fonctionnalité? Et Lord Darcy répond encore une fois, il dit, si cette fonctionnalité prédomine chez l'humain, cet embryon sera classé comme étant à l'extrémité humaine du spectre des embryons humains mélangés. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment clair qu'est-ce qu'on entend par fonctionnalité, qu'est-ce qu'on entend par prédominance. Tout cela n'a pas vraiment été éclairci, surtout dans les amendements, parce que ça a été discuté vraiment à la dernière discussion à la Chambre des Lords. Donc, et je pense qu'on en a déjà parlé dans ce colloque, il y a une possibilité maintenant toujours de créer des chimères. Par exemple, ici, on a donc, par exemple, un zygote de cochon, donc un embryon presque à un stade d'une cellule, dont certains organes, les gènes de certains organes ont été désactivés. Si on ajoute des cellules souches pluripotentes humaines, ces cellules souches reconnaissent que certains organes ont été désactivés, et c'est assez extraordinaire, car ils remplacent tout seuls ces gènes désactivés pour donner des organes. Puisque c'est des cellules souches humaines, c'est donc des organes humains qui sont dans le cochon et que l'on peut ensuite utiliser pour la transplantation. Puisque c'est des organes humains, on pourrait peut-être, c'est ce qu'on essaie de faire, essayer de réduire la liste d'attente pour les organes. Donc là, il y a encore beaucoup de recherches qui se fait de par le monde. Alors, je vais finir par une citation. C'est une citation de quelqu'un que vous connaissez tous et qui a dit « L'État est appelé à produire des créatures faites à la ressemblance du Seigneur Dieu et non de créer des monstres mélangés hommes-singes. » Donc certains savent peut-être qui a dit ça. Au fait, c'était Adolf Hitler dans Mein Kampf, qui a été vraiment scandalisé par les recherches que faisait à l'époque Joseph Staline. Et c'est intéressant que même des personnes qui sont classées comme des dictateurs monstrueux dans l'histoire, ce serait intéressant de voir ce qu'ils pensent un peu même de la législation qui s'est passée en Grande-Bretagne. Ça, c'est ma dernière image. Donc, c'est le professeur Richard Dawkins, qui est très connu comme biologiste évolutionniste britannique et qui a exprimé un frisson de plaisir à la perspective de créer des entités animales humaines. Et il a dit, même si l'hybride était infertile comme une mule, les ondes de choc ressenties par la société seraient salutaires. Et donc, pour le professeur Dawkins, ce qui est problématique pour lui, c'est que l'humain est vu comme exceptionnel. Et donc, M. Le Pluhart a dit que l'humain était vu comme sacré même. Et c'est quelque chose pour lequel lui, il est complètement contre, bien sûr, et il aimerait bien construire un pont entre l'humain et l'animal pour justement remettre en question cette question de l'être humain sacré, de l'être humain exceptionnel, qui remettrait en cause aussi beaucoup de religions comme le judaïsme, l'islam et la chrétienté. Donc, voilà, donc tout ce que je viens de dire, ça a été mis en 2012 par moi-même et un ami à moi qui est professeur à Oxford. Et on était vraiment engagés dans ce débat donc à Londres, et on a mis un peu sur papier dans un livre qui est publié, on peut le trouver un peu partout. On a mis sur papier nos experts, ce qu'on a vécu dans ce débat et aussi nos conclusions de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Donc le titre c'est Chimera's Children, donc les enfants de la chimère. Donc je vous remercie. Merci beaucoup.